Alors Émilie d'Emerald Hill, une pièce de Stella Cohn, c'est un monologue qui évoque la vie d'un personnage central, cette Émilie qui habite dans une demeure à Emerald Hill. Et à travers elle, c'est un peu aussi le récit d'un peu plus d'un demi-siècle d'histoire de Singapour et de la bascule du Singapour, je dirais, traditionnel vers le Singapour d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, j'ai vécu de maison en maison chez des gens de la famille, à faire le ménage, à cuisiner. Et ils me disaient « Ah, t'as sorti du caniveau quand ta mère s'est débarrassée de toi. » À partir de l'âge de 10 ans, j'ai vécu 4 ans comme ça. Jusqu'à ce qu'on vienne me chercher pour me marier à un homme qui avait le double de mon âge. Notre Émilie, elle a été éduquée dans un monde traditionnel chinois, mariée adolescente, débarquant dans une pauvre, dans une grande demeure de riches, et s'y faisant petit à petit sa place jusqu'à devenir la dame d'Emerald Hill. Mon beau-père est mort juste avant la Seconde Guerre. Et quand on a lu son testament, il laissait la maison et la majeure partie de la propriété à Richard. Quand Richard est mort, tous ses biens sont revenus à ses parents. Et quand Keong est mort, Sam est revenu. Au final, après impôt sur la succession, taxes et tout le toutime, je suis la propriétaire d'Emerald Hill. L'histoire d'Émilie est tellement ancrée dans Singapour qu'à travers l'évocation de sa vie, on évoque aussi l'histoire de Singapour. Et par ailleurs, Émilie est une Peranakan. Les Peranakan, c'est cette population métissée, population d'immigrants chinois qui se sont profondément acculturés en Asie du Sud-Est, qui se sont mariés avec des Malais, qui ont été très présents dans tout le développement du Singapour moderne. Et donc à travers l'évocation d'une famille Peranakan, on évoque évidemment l'histoire de Singapour. Du milieu des années 60, au moment de la naissance de Singapour, jusqu'au début des années 80, les gens de théâtre se plaignent en permanence du fait que, pour le dire comme le disait Max Leblond, les Singapouriens ne se sentent pas chez eux sur scène. Et le moment où les choses basculent, c'est vraiment en 1985, avec les deux monologues que j'ai décidé de traduire pour introduire le théâtre de Singapour en France, donc la pièce de Stella Cohn, Émilie d'Emerald Hill, et un autre monologue de Koh Pao Koon qui s'appelle « Le cercueil est trop grand pour la fosse ». Ce récit, c'est celui d'un enterrement qui pourrait tourner à la tragédie, à cause d'une opposition donc, entre ce qu'a demandé un grand-père et ce que la loi permet, et qui en fait va plutôt tourner à la farce et à la satire sociale. Voilà, je ne veux pas non plus raconter toute l'histoire, ça vaut le coup de la lire dans le détail, mais enfin le titre est assez explicite. Le grand-père a commandé un cercueil qui ne rentre pas dans la fosse qui a été creusée pour lui. Bon, mais comme j'ai dit, le problème, c'était pas tellement le poids, c'était la taille. Il était grand, il était exceptionnellement grand. Ben, on le savait depuis le début, mais on n'avait jamais imaginé qu'il était grand au point de ne pas pouvoir rentrer dans la fosse. Ouais, non, vous imaginez? Non, essayez d'imaginer que le jour de son enterrement, le cercueil de votre grand-père ne peut pas rentrer dans la fosse qu'on a creusée exprès pour lui. Et ça, devant 200 personnes. Non, on était bouche bée. On était littéralement stupéfaits. On restait les bras ballants, on se regardait les uns les autres, personne ne disait rien. Ah, c'est sans doute la chose la plus drôle qui soit jamais arrivée dans toute l'histoire funéraire de l'humanité. On est ici au cimetière chinois de Mount Pleasant, donc très près du centre de Singapour d'aujourd'hui, mais dans la périphérie du Singapour, disons du milieu du siècle. On a un peu une idée, alors c'est à l'abandon, ça sera sans doute un jour transformé en habitation ou en route comme beaucoup des anciens cimetières, et on a une idée de ce que c'était des grandes tombes, souvent beaucoup plus monumentales encore
que celle-ci, dans lesquelles les Chinois se faisaient traditionnellement enterrer. Et ce qui se passe au moment où Kuo Pao Kun écrit le cercueil est trop grand pour la fosse, c'est que ce type de cimetières sont abandonnés parce qu'il y a trop de monde à Singapour sur une surface de terre trop réduite. Il n'est plus envisageable que le statut social des vivants les accompagne dans la mort et que les riches puissent avoir de grandes tombes. Il n'y a tout simplement plus de la place. La décision est politique. Et on passe à des tombes standardisées qui, pour un Européen, évoqueraient un petit peu les cimetières militaires, avec des tombes identiques les unes à côté des autres. Et je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est ce dont il est question dans la pièce, de cette question du passage à la standardisation et de qu'est-ce qui se passe lorsque les impératifs de la modernité se télescopent avec la tradition. On est donc dans une opposition entre un individu et la règle. Attendez, j'ai dit, je l'ai mon cercueil. Tout ce que je veux, c'est une parcelle supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, monsieur, comme j'essaie de vous le dire, c'est impossible. Vous n'avez qu'à regarder, monsieur. Des rangées et des rangées et des rangées de cercueils, de tombes. Aussi loin que se porte le regard, vous en voyez une seule à cheval sur 2 parcelles. Vous devez comprendre, monsieur, qu'il n'y a pas de place pour les exceptions. On est vraiment dans cette tension extrême, dans ce monde absurde, dans cette collision entre l'individu et la machine bureaucratique, qui est traitée avec humour, mais dont on sent en même temps à quel point elle est abominable, à quel point elle est dangereuse, et à quel point l'individu, selon toute probabilité, va y laisser sa peau. Je crois que la seule solution, c'est que vous nous donniez une parcelle supplémentaire. Non! 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 Ce serait contraire à notre planification nationale. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes une nation à forte densité démographique et aux ressources territoriales très limitées. Prendre en compte l'humanité et la compassion ne saurait outrepasser les contraintes de la politique publique. Voilà ce qu'il déclara. Bon. Je ne peux rien répondre à cela. Ce qui est proprement singapourien, c'est la vitesse à laquelle les choses se produisent. Donc Singapour, là, sert de loupe. Singapour permet de mieux saisir des choses qui, peut-être en Occident, passent plus inaperçues parce qu'elles sont inscrites dans le temps long et pas comme ça en 2 générations. Le fait que 2 générations comme ça se rencontrent et que tant d'histoires symboliques aient été parcourues en 2 générations, c'est proprement singapourien. C'est ce qui fait que la pièce est ancrée dans Singapour et en même temps, elle nous raconte un processus évolutif qui est caractéristique de la modernité. Et de ce fait, elle touche aussi bien un Américain qu'un Français, qu'un Chinois ou qu'un Singapourien.